Si vous vous promenez dans les rues de Séoul par un frais jeudi de mars aux alentours de 12h15, il y a de grandes chances pour que vous aperceviez des gens ainsi vêtus. Voici un homme d'affaires en gris que l'on reconnaît à son indévissable cravate, un moine bouddhiste dans les mêmes tons de gris, des jolis paras de l'armée coréenne sexy et grise aussi, et puis encore du gris. Et tout d'un coup, des jeunes qui aiment la fantaisie, les trous et les détails qui tuent. Bref, il n'y a pas de doute, vous êtes bien arrivé en Corée, le pays de la voix moyenne, ni blanc ni noir, qu'essaie de bousculer les ardeurs juvéniles. Et si vous décidez de prendre un café dans le quartier des affaires de Séoul, en compagnie de Choi Yeon-suk, enseignante à l'université et bonne connaisseuse des habitudes de ses compatriotes, vous serez étonné d'observer avec elle que même sous 4 degrés et un vent glacial, les Coréennes insistent pour porter des jupes très courtes. En fait, il existe une théorie selon laquelle, en période de récession économique, les jupes raccourcissent. C'est sans doute un effet psychologique. Quand tout se casse la figure, quand rien ne va, on a besoin de légèreté, de dynamisme, etc. C'est peut-être pour ça. Malgré la crise économique qui touche la Corée de plein fouet, les hommes s'accrochent, eux, à leurs affaires et à leurs costumes cravates, dernier rempart d'un capitalisme agonisant. L'année dernière et aussi l'année d'avant, on voyait énormément d'hommes d'affaires porter des costumes gris très brillants. On les appelle les costumes kaishi, car le kaishi, c'est un long poisson gris et brillant qu'on aime beaucoup. Pour moi, ce qui caractérise les Coréens dans leur façon de s'habiller, c'est le fait d'être à leur place. Parce que si on n'est pas dans le coup, où qu'on soit, et quoi qu'on fasse, ça ne va pas, on ne se sent pas bien. On n'a pas le sentiment d'appartenir à la société. C'est pour ça que quand on s'habille, on se demande toujours, est-ce que j'ai la tenue appropriée ? Dès l'âge de 3 ans, le petit Coréen fait connaissance avec son premier uniforme. Suivent l'uniforme du lycée et celui du service militaire obligatoire. Après quelques années d'université, il entre au service d'un grand groupe et revêt l'uniforme de la société pour laquelle il travaille. Voici la Corée qui se lève tôt et s'habille aux couleurs de SK, bâtiments et télécom, pour commencer une journée bien tonique. Mettez-vous en rang, on va commencer la réunion sécurité du 16 mars. Qui n'a pas enlevé son casque de sécurité? Et toi, là-bas? On commence avec les exercices du matin. Pour renforcer l'esprit de groupe et anéantir toute velléité d'expression individuelle, quoi de mieux en effet qu'un petit échauffement collectif? Un rituel qui distingue tout de suite les Coréens de leurs soi-disant cousins japonais. Ces deux uniformes d'ouvriers sont différents, parce que ce sont deux sociétés différentes qui font des travaux différents. Cela permet de les identifier facilement de loin. Tous les gilets sont marqués d'une croix, avec écrit ces mots « Sécurité d'abord ». Je suis de la société Samji Soke. Sur mon casque, il y a le nom de la société Samji Soke et aussi mon groupe sanguin en cas d'accident. Je suis A+. Moi, je suis fier de porter cet uniforme et le logo de notre société Samji Soke. Ne faites pas les malins. J'ai la liste de vos noms. Je peux savoir qui travaille ou pas. Et surtout, faites attention. Vous, les ouvriers de Samji Soke. Allez, à Samji Soke, on est les meilleurs. Au travail, on ne se positionne pas en tant qu'individu. À partir du moment où on se retrouve le matin, on a le sentiment d'appartenir à un groupe. C'est vraiment important en Corée.
Malgré le ralentissement certain de la construction, Séoul continue de concentrer 80% des entreprises du pays et d'abriter dans ses quartiers d'affaires un nombre impressionnant de cravates accrochées au cou de salarymen au bord du gouffre. Depuis 2008, 150 000 d'entre eux ont été brutalement licenciés. Leur taux de suicide a doublé en 2 ans. Sans qu'il en arbore aucun signe distinctif, Tae-Joon Park est pourtant producteur de cinéma. Comme tous ses clones de Séoul, il garde dans son bureau des spécimens de cravates destinés à aborder en toute tranquillité le moindre des imprévus. Quand je suis en costume, les gens se comportent différemment avec moi. Ils me respectent, ils m'accordent leur confiance. C'est très important pour mon image. J'aime bien les cravates bleues. Ce sont celles qui me vont le mieux. La cravate jaune, c'est la cravate de luxe. Les femmes l'aiment bien. Je la porte quand j'ai des rendez-vous avec des filles. Dans les karaokés que fréquentent Tae-Joon Park et ses collègues pour renforcer leur relation de travail, les cravates prennent des libertés et adoptent des positions plus libérées. Sur le côté, avec des involtures, bien serrées par des mains très expertes. Par-dessus l'épaule, la cravate, ou franchement, planquée dans la poche. Je suis contre l'uniforme. Je pense que l'uniforme à l'école peut tuer l'autonomie et la créativité des enfants. Les habits jouent beaucoup. À l'armée aussi, on impose un uniforme pour pouvoir contrôler tout le monde facilement sous l'oppression. La société veut contrôler et éduquer tout le monde, avec les mêmes idées et dans la même idéologie. Je vois ça comme une violence sociale. Avec la nuit s'estompent les velléités de révolte et au petit matin, la Corée redevient le pays de la voie moyenne et du gris, couleur du bouddhisme coréen. Presque aussi important que les chrétiens, qui représentent pratiquement la moitié de la population, les bouddhistes ont pris en 1946 une décision ferme sur la couleur de leurs habits. Pour marquer leur identité et se distinguer des autres bouddhistes du monde, ils ont choisi cette voie toute coréenne, devenue une sorte de couleur nationale, le gris, couleur du compromis, sans excès, modeste mais ferme et élégant. Dans le temple de Jogye-sa, les bons et les bonzesses jouissent d'une relative liberté vestimentaire. Seuls leurs manteaux matelassés à gros nœuds, nommés Jangsam, sont bienvenus sans être obligatoires. Lorsque Bouddha a quitté ce monde, ses disciples se sont habillés dans une couleur unique. Par rapport à l'habit de Bouddha, celui du moine bouddhiste coréen est un peu différent, parce qu'il doit s'adapter au climat. Nous, les Coréens, nous avons choisi la couleur grise parce qu'elle symbolise la voie du milieu. Mais on peut aussi porter une couleur un peu différente, c'est autorisé. Quant à ce moine orange, qui ressemble à tous les bouddhistes du monde, c'est justement ici un excentrique. Jingkwan est un moine vraiment spécial. Il s'habille toujours en noir et orange, car c'est un écologiste et un défenseur des droits de l'homme. La couleur orange symbolise l'habit du Bouddha. Et le noir, c'est le symbole du deuil. C'est aussi ce qui symbolise la mort et le souvenir des gens qui ont été tués par le pouvoir politique.
Dans le style « J'exprime ma pensée avec mes vêtements », les passagers du bus 143 qui se rendent un samedi par mois au grand rassemblement des fans de BD de Séoul sont aussi à la pointe. On les appelle les cosplayers, abréviation de costume players, en gros des jeunes qui s'habillent comme leurs personnages préférés de jeux vidéo, de manga et surtout de manhwa, le nom des BD coréennes qu'il ne faut pas confondre avec les mangas japonais, rien à voir bien sûr. Shina A a 29 ans, elle fait du cosplay depuis une dizaine d'années, c'est une pionnière dans ce domaine. Son personnage est une sorte de Lara Croft en version coréenne. Je suis un personnage de jeu vidéo coréen. Le jeu s'appelle Magna Kraleta. Et mon personnage, c'est celui d'Eolis. C'est moi qui ai fabriqué cet habit. J'adore le cosplay parce que ça me permet de m'exprimer à travers les codes vestimentaires des personnages tout en restant moi-même. Le but n'est pas de devenir le personnage. Quand je joue au cosplay, c'est un peu la même sensation qu'un chaman qui ferait son rituel. Ces jeunes sont soumis à tout un tas de pressions. Ils doivent étudier énormément et aussi s'intégrer au groupe social auquel ils appartiennent. Donc toute cette pression, il faut bien qu'ils l'évacuent d'une façon ou d'une autre. Et je pense que le cosplay est une façon pour eux d'évacuer la pression. Parce qu'ils peuvent être exactement ce qu'ils veulent être dans leur rôle de cosplay. J'adore le cosplay. Moi, j'aimerais bien être une princesse très très belle. Parce que j'ai jamais été une princesse. Les cosplayers ont commencé il y a une quinzaine d'années au Japon. En Corée, bien que les jeunes s'efforcent d'imiter surtout des personnages coréens, le cosplay reste largement assimilé à la culture japonaise. En Corée, les vieux n'aiment pas vraiment le cosplay. C'est à cause de l'occupation japonaise. En fait, quand on marche en kimono dans la rue pour le cosplay, c'est mal vu par les personnes âgées. C'est parce que eux, ils ont connu l'occupation japonaise et donc le kimono, ça leur rappelle de mauvais souvenirs. Ça leur fait du mal. C'est pour ça que je suis contre ceux qui portent le kimono dans la rue. Pendant l'occupation japonaise, on a été démis d'une partie de nos traditions. On se reconstruit depuis 60 ans en fusionnant les restes de l'ancien avec du super moderne. Et le cosplay coréen, c'est l'incarnation de cette fusion. Si notre culture du cosplay devient plus solide, plus tard, ça va changer. J'aimerais créer un monde dans lequel on pourrait s'exprimer librement et s'habiller sexy. Le jour où elle se mariera, la jeune coréenne libérée et sexy devra jouer un nouveau personnage et revêtir les 3 déguisements de rigueur. Une robe blanche à l'européenne et 2 robes traditionnelles appelées hanbok qu'elle ira acheter dans cette rue aux 100 boutiques de mariage. Une industrie prospère, malgré les temps difficiles. Sonali se mariera dans quelques mois. Une fois choisies les couleurs et le style, les tenues faites sur mesure nécessiteront de longs et nombreux essayages. À vrai dire, celui-ci n'est pas pour le jour du mariage. C'est plutôt pour le jour de réception des cadeaux offerts par le marié. Mais aujourd'hui, on ne fait plus attention à ça. Donc, on peut le porter le jour du mariage. Ce hanbok, c'est le modèle moderne. Ce n'est pas un style traditionnel. À l'époque, on ne mettait pas de gros motifs. Mais de nos jours, les gens préfèrent ce style très voyant, comme ça.
Quand je porte un hanbok, je me sens plus femme. D'habitude, je bouge vite, mais avec le hanbok, je fais plus attention à mes gestes. Ils sont plus doux, plus féminins. Ce modèle est un hanbok traditionnel, avec un janguri vert et une jupe rouge. La mariée porte une jupe rouge pour repousser les mauvais esprits et recevoir des bonnes choses. Le janguri est vert pour contraster avec la jupe rouge. Aussi, les deux couleurs représentent la mère et la belle-mère. Le hanbok n'est pas très pratique, surtout celui pour les femmes, qui est très long et très volumineux. En général, les femmes n'aiment pas mettre des habits qui serrent autour des seins. Mais le hanbok est plus joli quand on serre les seins. Pour moi, le hanbok est une tenue traditionnelle magnifique pour couvrir les formes du corps. Quand on perd ses formes parfaites de jeune fille, par exemple, et qu'on veut cacher telle ou telle partie, le hanbok coréen est parfait. En plus, en Corée, les proportions du corps ne sont pas comme en Europe de 1 pour 8, mais plutôt de 1 pour 6 entre la largeur et la hauteur. Mais avec le hanbok coréen, la veste est courte et la jupe est très longue et unie. Donc de loin, une personne en hanbok a l'air plus grande qu'elle n'est et parfois beaucoup plus belle. Le hanbok, qui signifie littéralement costume traditionnel, existe aussi dans sa version masculine, bien aérée. On le porte dans les occasions officielles, les mariages, les jours de fête. Moi, je trouve que le hanbok est une tenue très confortable. Mais de nos jours, quand on le porte dans la rue, on attire trop le regard des autres. Pour les grandes occasions ou pour les rendez-vous importants, je préfère porter le hanbok qu'un costume cravate. Jong-wook Park est professeur de musique traditionnelle et reçoit aujourd'hui une étudiante venue préparer un spectacle de Jiseng, la courtisane traditionnelle de Corée, qui n'a rien à voir avec la geisha japonaise, considérée comme vulgaire. L'étudiante porte un hanbok rouge pour attirer le regard des hommes. Contrairement au Japon, à l'époque on couvrait tout le corps, jusqu'aux mains et même le visage avec un voile. C'était pour provoquer de la curiosité. Les mains et surtout les poignets étaient considérés comme une partie très sensuelle et sexy du corps. La danse jouait beaucoup sur la séduction, notamment avec les mouvements de poignets. Lorsque j'étudiais le Jiseng, je me sentais bizarre, parce que je devais marcher comme une femme et faire des gestes de bras très féminins. Mais j'étais fier de perpétuer la tradition et de la transmettre. Maintenant, je suis devenu aussi souple qu'une femme. Jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la libération du pays par les Américains, le hanbok est la principale tenue d'un pays majoritairement rural. Le blanc est la couleur dominante dans les champs comme dans les temples. Il reste encore aujourd'hui quelques hommes en blanc au fin fond des villages de Corée. On s'habille en blanc, tout en blanc, comme les maîtres du ciel. Jin Duk-jun a 80 ans. Il pratique assidûment le taoïsme, une des plus anciennes religions de Corée, devenue aujourd'hui minoritaire, pendant que sa femme s'occupe des travaux domestiques. Il n'a jamais quitté son village natal. Je pense qu'on a raison de porter des hanbok, parce que ce sont les habits des maîtres. Quand ils descendront sur terre,
Le nouveau paradis, ce sera ici. Donc plus tard, tout le monde s'habillera en hanbok. Ça sera à la mode. Le monde change, ça tourne. Avant, les pays occidentaux dirigeaient le monde. Maintenant, ça va être au tour des pays orientaux. Certains jeunes aiment s'habiller en noir. Moi, je trouve que c'est pas bien. Je considère que c'est trahir nos maîtres. Il faut garder nos racines. Même un arbre sait garder ses racines. Alors gardons les racines de nos ancêtres. C'est important de se laisser pousser les cheveux. Et aussi de se laisser pousser la barbe. En revanche, pas de cigarette. Il ne faut pas fumer. Les maîtres du ciel détestent la cigarette. Attention, ils vont descendre bientôt. Alors dépêchez-vous d'arrêter de fumer. Un hanbok. Super, non? Une autre sorte de hanbok. Allons-y. Et quand Jin Duk-jun rencontre un autre homme en blanc, un jeune de 70 ans, ils se saluent en enlevant leurs chaussures. Un signe de respect dans ce village. Quand j'étais petit, j'avais des cheveux tressés. Plus tard, j'ai fait l'armée et j'ai dû me les faire couper, les cheveux très courts. Après l'armée, j'ai travaillé dans le tourisme à l'extérieur. En 1969, quand je suis revenu ici, j'ai laissé pousser mes cheveux à nouveau, dans un style naturel, sans bonnet, sans rien. Le style sophistiqué à l'ancienne représente une grosse somme d'argent pour moi. Le bonnet coûte 3 000 €, le chapeau 5 000 €. D'ailleurs, aller chez le coiffeur, ça me prend une journée entière, et ça coûte très cher aussi. Je garde toujours un peigne derrière dans mes cheveux, pour me peigner, même quand je dors. C'est pratique et bon pour la santé. Grâce au toshi, nos manches restent propres plus longtemps. Quand on mange, les manches traînent souvent dans la nourriture et ça les salit. Sans les toshi, les manches se salissent vite. Il faut les laver plus souvent. C'est aussi très pratique pour travailler. Là, ce sont des toshi modernes. À l'époque, il y avait des toshi d'hiver qui tenaient chaud et des hangkong pour les mollets. Dans le reste du pays, et notamment dans la capitale qui concentre les 2/3 de la population, on ne porte plus guère de blanc et on pratique peu la voie du Tao. On s'étourdit, on bouge, on se décoiffe. Les cosplayers arrosent leur journée dans un studio photo qu'ils ont loué pour organiser une fête et se prendre en photo dans leurs jolis habits. Pour l'ancienne génération, s'habiller, c'était faire comme il faut. Ça faisait partie des codes de notre vie sociale. Aujourd'hui, très souvent, les jeunes s'amusent en s'habillant. Ils se fichent pas mal de savoir d'où ça vient, tant que ça leur plaît et que ça leur va bien. Je pense qu'il y a deux manières extrêmes de s'habiller en Corée. D'un côté, la mode à fond, alors on appartient à un groupe à la mode, on s'en fiche et on peut tout se permettre. À l'autre extrême, il faut être à sa place, suivre un code vestimentaire précis, qu'il provienne de ses parents, de son entreprise ou de la société à laquelle on appartient. Donc on passe constamment d'un extrême à l'autre. We go from one extreme to another.
C'est ainsi que les habits de la Corée tentent d'échapper à la voie du milieu, en proposant des excentricités nécessaires qui finiront forcément, un matin calme ou un autre, par revenir dans le droit et gris chemin du compromis.